3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Maintenant, vous avez l'habitude, plan serré égale best of de live Twitch. Yes, lundi soir, tous ensemble, avec la communauté et tous ceux qui étaient présents, on a essayé de prédire quels seraient les trophées pour la saison 2021-2022. Il y a eu pas mal de débats, il y a eu pas mal d'idées différentes, c'était intéressant, c'était fun, surtout que pour répondre au sub-goal que j'avais promis, j'ai porté une magnifique chemise à flamme. Donc ne m'en voulez pas hein, pour le look Bam Bam Bigelow qui va suivre, et pour aller plus loin, sachez qu'en plus de ça, on a fixé 2 nouveaux sub-goals. Le big sub à 250, ce sera de faire un live déguisé en mascotte NBA, et ça déjà, ça va envoyer du bousin. Mais vu que 250, on n'est pas prêt encore d'y arriver, on a aussi fixé des subs intermédiaires, et le premier, ce sera à 150. Et ouais, dès qu'on arrivera à tous ces subs, je ferai un live, cette fois-ci avec une chemise flamant rose, mais le truc le plus cool, c'est que si ça arrive au mois de novembre, pour le Movember, je rase tout ça et je garde la moustache. Allez, il nous reste un petit peu plus d'un mois, chemise flamant rose, moustache, Magnum va être dans la place. Mais bref, même si c'est très fun tout ça, j'arrête un petit peu de parler de Twitch, et je vous rappelle que depuis la semaine dernière, j'ai annoncé une collaboration énorme avec le League Pass pour tout le mois d'octobre. Donc il y a eu un concours qui s'est lancé samedi dernier, il y a le résultat qui arrive en fin de semaine, et surtout, si vous n'avez pas encore pris le League Pass, attendez la vidéo de ce week-end. J'en dis pas plus, restez connectés, vous aurez tous un lien qui vous permettra de profiter de cet outil magnifique et de soutenir la chaîne en même temps. Franchement, ça aussi, ça envoie du pâté. Le pâté au frigidaire. Mais entre le bousin, le pâté et toutes ces bonnes nouvelles, je vais arrêter d'envoyer des trucs je pense maintenant. Alors revenons au sujet du jour, de toute façon vous avez capté de quoi on va parler, c'est parti. Quelles sont les prédictions pour les Awards NBA de la saison 2021-2022? Tous ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, samedi j'ai posté des stories où je vous ai demandé, pour les 6 awards principaux, de me demander qui allait les gagner. Donc j'ai eu énormément de réponses, et aujourd'hui on va parler de chacun de ces trophées, de chacun de ces awards, et je vais vous lister un petit peu, je vais vous dire tous ceux qui ont été les plus cités sur Instagram l'autre jour, avant de vous présenter le top 3, les 3 joueurs que la communauté sur Instagram a le plus cité. Vous vous rendez même pas compte tellement il m'a fallu de temps là aujourd'hui pour compter les votes, mais c'était un truc de fou comment vous avez participé en masse, et ça fait plaisir. Donc du coup ça m'a permis à chaque fois, vous verrez hein, de toute façon je listerai les plus cités à chaque fois, puis ensuite je garderai les 3 plus mentionnés, et je les présenterai un par un pour dire pourquoi selon moi ils sont légitimes pour ce trophée, et pourquoi je pense que vous les avez plébiscités. Par contre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, aujourd'hui, mon idée, c'est de faire un live où vous allez participer via des sondages. Une fois que j'aurai présenté les 3, on fera un sondage où vous allez voter entre les 3 que je proposerai, pour me dire lequel de ces 3, selon vous, a le plus de chances de remporter le trophée. Donc ça me permettra de comparer ça, parce que moi je vous donnerai, à chaque fois j'ai réfléchi à quelqu'un que je préfère hein, dans les 3, ça permettra de comparer, voir si vous êtes d'accord, et si on est en accord avec mon choix aussi à moi, que je vous donnerai une fois que vous aurez voté. Donc voilà, après bien sûr je vais vous donner mon choix, ça servira à rien de s'offusquer ou de crier au blasphème. Je trouve que quand on fait des prédictions comme ça, c'est aussi rigolo de se mouiller un petit peu quelquefois, ça reste que des prédictions, des paris, donc ne boudez pas si à la fin je ne choisis pas votre chouchou, ou si la communauté ne l'a pas mis dans les plus cités, votre chouchou, c'est aussi comme ça. D'ailleurs faut savoir que moi-même, il y a certains trophées où mon favori n'est pas dans les 3 que vous avez plébiscité, et c'est comme ça. Donc voilà, je vais pas en faire des masses là-dessus, je pense que vous avez capté l'idée. Sachez que les 6 trophées qu'on va étudier aujourd'hui dans l'ordre, ce sera d'abord le Rookie of the Year, ensuite on passera au Deepoy, le défenseur de l'année, ensuite on fera le meilleur 6e homme, ensuite on fera le MIP, le joueur qui va le plus progresser, ensuite on fera le coach, et enfin, c'est pour ça que c'est important de rester jusqu'au bout, on parlera du MVP. Alors, pour le trophée de Rookie of the Year, donc je n'ai pas listé non plus ceux qui ont été cités qu'une ou 2 fois, j'ai listé quand même ceux qui ont été mentionnés plusieurs fois. Donc ceux qui ont été les plus cités sur Instagram, c'est Scottie Barnes, c'est Cade Cunningham, c'est Jalen Green, c'est Jonathan Kuminga, c'est Davion Mitchell, c'est Evan Mobley, c'est Alperen Sengun et c'est Jalen Suggs. Parmi eux, il y en a 3 qui ont été cités plus que les autres. Le premier, c'est Cade Cunningham. Et c'est normal, c'est le numéro 1 de la draft, c'est un favori logique, il va jouer aux Pistons, donc dans une équipe qui se reconstruit, qui prône la jeunesse, donc il va avoir beaucoup de responsabilités. A priori, les conditions semblent réunies pour qu'il brille à Détroit. C'est un joueur qui a besoin d'avoir la balle entre les mains, c'est un super playmaker. On se pose des questions un petit peu sur sa cohabitation avec Hayes, est-ce qu'il aura assez la balle entre les mains? Moi j'y crois, j'ai trouvé que sa Summer League était assez prometteuse, surtout qu'il a déjà joué avec le français, avec Killian Hayes,
Et les deux sont de bons playmakers, et ça s'est vu, j'ai trouvé pendant cette Summer League, qu'ils avaient envie de jouer ensemble, qu'ils avaient envie de se trouver. Alors bien sûr, on a un Cade Cunningham qui a vraiment brillé à la fac l'année dernière par son adresse à 3 points, il a été excellent là-dedans, mais je trouve que ce serait dommage justement d'utiliser Killian Hayes en simple playmaker, et de n'utiliser Cade Cunningham que en catch and shoot sur du jeu off the ball. Ce serait vraiment gâcher son talent, parce qu'il a vraiment, justement, du talent, il en a beaucoup, il peut tout faire, il peut shooter, il peut scorer, il peut créer, il peut distribuer, il peut prendre des rebonds, il peut défendre, et puis c'est un vrai leader sur le parquet, c'est un mec qui est mature, qui est très bon dans sa prise de décision, qui peut clairement prendre le match à son compte quand il le souhaite, hein, ça s'est vu l'année dernière à la fac avec Oklahoma State, il s'est montré clutch plusieurs fois aussi, il faisait tout de A à Z parce qu'il était très mal entouré à la fac, et franchement il arrivait mine de rien à porter son équipe de façon plutôt bien, même s'ils sont pas allés très loin ensuite à la March Madness. Franchement, au vu de comment était construite l'équipe autour de lui, c'est déjà bien ce qu'il a fait. Et à Détroit, ça peut être un petit peu la même. Il va avoir une équipe jeune et assez talentueuse et même prometteuse autour de lui, même si je pense pas que ça fera beaucoup de wins. Il a quand même des joueurs qui savent jouer au basket. Et malgré ça, je pense que c'est lui qui aura le maximum de responsabilité dans la team. Il devrait être beaucoup utilisé, avoir un usage rate qui est important et produire de gros chiffres. Donc je le répète, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de victoires, mais ça c'est pas très important quand on attribue le trophée de Rookie of the Year par rapport à d'autres trophées. Il va avoir, de toute façon, les chiffres et l'impact sont primordiaux lorsque l'on donne cet award, et Cunningham, il fera des bons chiffres et il aura de l'impact. Donc tout le potentiel pour être une superstar est présent, et je comprends tout à fait logiquement que ce soit un mec que vous m'ayez beaucoup cité sur Instagram samedi. Le deuxième que vous avez choisi, c'est Jalen Green. Alors lui, c'est un joueur qui est beaucoup moins complet que Cade Cunningham, mais qui a bien plus de talent de scoreur, je trouve. C'est un gars qui est ultra explosif, qui peut marquer dans toutes les positions, qui est un bon shooter, et qui sait créer son shoot, qui sait créer la séparation, qui a un très bon step back aussi, qui dribble très bien, et qui arrivera vraiment à marquer tout seul. C'est un attaquant super gifté, qui est très athlétique, et ça lui permet de driver et de scorer sur transition notamment. C'est ça qui fait qu'il est un super scoreur. En plus, il débarque dans une team des Rockets, lui aussi, qui est en pleine reconstruction. Il va avoir pas mal de ballons, notamment avec John Wall, hein, le cas de John Wall qui ne jouera plus à Houston, et il devrait former un backcourt ultra dynamique avec Kevin Porter Jr. qui va sûrement jouer poste 1, et Jalen Green qui va jouer poste 2. Là, on a quand même deux gros scoreurs qui vont être côte à côte, avec des qualités qui peuvent se ressembler parfois, mais qui peuvent être quand même complémentaires, je pense. Et puis mine de rien, je trouve que c'est assez limitant de ne considérer que Jalen Green comme un scoreur. Bien sûr que c'est un moins bon playmaker que Cade Cunningham, mais il peut quand même faire de gros chiffres au rebond et à la passe, parce qu'il a beaucoup le ballon, donc lui aussi, il est capable de lâcher quelques caviars. Et à Houston, de toute façon, il aura beaucoup la gonfle. En fait, il y a deux trucs que j'aime bien chez lui, c'est que souvent, les scoreurs manquent de maturité. Les gros scoreurs, dès qu'ils arrivent en NBA, qui sont rookies, ils manquent de maturité, et ils souffrent d'irrégularité. Ils ont du mal aussi à se faire au rythme des pros. Et là, Jalen Green, avec son année passée avec la Ignite Team en G-League, je pense que ça devrait être limitant. Je pense qu'il a pu mûrir et déjà voir ce que c'était le basket pro. Et ça, c'est quelque chose qui va dans son sens. Et la deuxième chose qui me plaît pas mal, c'est son fort caractère. Il semble être dégoûté d'avoir été pris avec le pick 2, et là, je crois qu'il est en mission pour montrer qu'il est meilleur que Cade Cunningham. Et ça s'est vu en Summer League, hein. Leur duel était magnifique, et j'ai trouvé que Jalen Green avait dominé Cade Cunningham. Donc voilà, Houston, je pense qu'il peut avoir de grosses minutes et produire de très gros chiffres au scoring. Je pense qu'en tant que shooting guard, il aura qu'à faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire mettre des buckets dans tous les sens, autant qu'il peut, et rien qu'avec les chiffres qu'il aura au scoring, mais je pense aussi dans quelques autres colonnes statistiques, il sera dans les candidats assez logiques pour le Rookie of the Year en fin d'année. Et le troisième que vous avez choisi sur Instagram, c'est Jalen Suggs. Alors, on a le Orlando Magic qui est très heureux d'avoir vu Jalen Suggs tomber avec le choix numéro 5. Lui, c'est un vrai meneur floor général, qui est un leader sur le terrain, et qui a vraiment grandi et mûri, je pense, en passant à Gonzaga, avec le coach Mark Few, qui est très fort pour créer et former de futurs professionnels. Donc Suggs, ouais, c'est un super playmaker, mais pas que. C'est aussi un mec qui est très athlétique, qui va très vite. Il faut pas oublier que c'est un ancien quarterback qui avait de grosses qualités dans le football américain au lycée, qui a choisi le basket, mais il aurait pu vraiment devenir pro dans les deux sports. Il a une vision de jeu élite, il a de grosses qualités de passe, une grosse anticipation. C'est un mec qui est très complet, qui est régulièrement comparé à Jason Kidd, et donc même si j'aime pas du tout, vous le savez, le jeu des comparaisons, je comprends tout à fait pourquoi on peut faire ce rapprochement, parce que ce sera jamais un énorme scoreur à mon avis, Jalen Suggs, même si encore il peut être très efficace en pull-up et qui peut être méga clutch, mais il fera tout plein d'autres choses qui seront très importantes sur un terrain de basket. En plus de ça, c'est un super compétiteur,
leader, qui a un gros mental, qui, bah voilà, qui remplira toutes les colonnes statistiques. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que même les soirs où son shoot rentrera pas, il sera quand même efficace. Un mec comme Jalen Green, par exemple, un jour où il est vraiment en délicatesse avec son adresse, il pèsera beaucoup moins sur le match. Suggs, il a pas besoin de mettre des points pour scorer, c'est quelque chose que je trouve très appréciable. Puis c'est quelqu'un aussi, c'est un joueur qui fournira un gros hustle des deux côtés du terrain. Par contre, il faut être conscient qu'à Orlando, il va avoir pas mal de concurrence sur les postes 1 et 2, avec des gars comme Cole Anthony, avec R.J. Hampton, avec Markelle Fultz. Ouais, il va falloir qu'il fasse sa place, mais en vrai, avec du recul, je vois pas comment Suggs pourrait ne pas être titulaire. C'est le plus organisateur de tous, le plus complet de tous, et je pense que Mosley saura l'utiliser, quitte à faire une rotation avec trois arrières. Il a déjà dit qu'il pourrait utiliser, pourquoi pas, R.J. Hampton en poste 3, et c'est une rotation à 3 arrières que j'imagine comme ça, sûrement avec Suggs, avec Anthony, avec Hampton, même si il va falloir faire sa place, hein, parce qu'il y a quand même un effectif profond, même si c'est beaucoup de jeunes à Orlando. En tout cas, voilà, je pense que quoi qu'il arrive, il fera sa place, Suggs, il aura un très bon rôle à Orlando, il me hype par son intelligence et son QI basket, mais aussi par ses qualités athlétiques, il arrive dans le top 3 de ceux qui ont été le plus cités, et dans ces candidats-là, moi je pense qu'il a aussi tout à fait sa place. Moments later. Alors, on arrive à la fin du sondage, et celui que vous avez choisi pour le trophée de rookie de l'année, c'est Jalen Green, avec 48%. Il arrive devant Cade Cunningham, qui a 38%, et en troisième, c'est Suggs, qui a 15%. Bon, ça fait un total de 101%, ça je crois, de tête. Hein. En tout cas, Jalen Green, qui est votre chouchou pour le trophée de Rookie of the Year. Et là-dessus, on est plutôt d'accord, parce que c'est aussi pour Jalen Green que j'aurais voté. Alors, dans les trois, c'est clair que c'est pas le plus complet, c'est sûrement le moins complet, et c'est pas non plus le plus efficace si on prend toutes les colonnes statistiques. C'est peut-être pas non plus celui qui fera le plus gagner sa team, mais à mon avis, c'est celui qui peut tout exploser individuellement, et notamment au scoring. C'est le scoreur le plus gifté de tous, et c'est celui qui pourra faire les plus gros chiffres. Donc pour le Rookie of the Year, on aime favoriser celui qui fait le plus de buzz souvent. Et avec son style de jeu, je suis assez persuadé qu'il peut faire énormément parler de lui, parce qu'il peut faire énormément de gros cartons. Alors je me mouille pas encore, je dis pas que c'est lui qui aura une meilleure carrière que Cunningham. Par contre, je pense que pour le trophée de Rookie of the Year, il fera beaucoup parler de lui, parce qu'il a tendance à avoir un côté bien plus flashy que Cunningham. Et à mon avis, ça peut plaire à pas mal de monde, ça peut faire en sorte qu'il soit en valeur. Et surtout, je pense qu'il fera de gros chiffres à Houston. Donc là-dessus, on est d'accord. Vous avez choisi Jalen Green à 48%, et moi aussi là-dessus, j'aurais voté Jalen Green. Donc premier point sur lequel on est d'accord, et c'est plutôt cool. Alors, le prochain trophée, c'est celui de défenseur de l'année. Les candidats que vous avez le plus cités sont Bam Adebayo, Jarrett Allen, Giannis Antetokounmpo, DeAndre Ayton, Anthony Davis, Joel Embiid, Rudy Gobert, Draymond Green, Jrue Holiday et Ben Simmons. Et le premier, ça a été Anthony Davis. Lui, il semble revenu de toutes ses blessures. Apparemment, il a fait une grosse prépa là pendant l'intersaison. Alors c'est vrai qu'il a manqué beaucoup de temps l'année dernière, et pourtant, malgré son absence qui a été assez fréquente, les Lakers ont fini meilleure défense de la ligue. Et souvent, le meilleur défenseur, pour le choisir, on prend le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue. Et AD, l'année prochaine, s'il reste en bonne santé, il peut clairement être celui-là. C'est un joueur qui est grand, qui est athlétique, qui est mobile, qui a tout, qui peut protéger le cercle, qui peut switcher, hein, qui est suffisamment mobile pour aller gêner des guards. Il est assez incroyable hein, dans son impact défensif. Et puis, je me dis aussi, avec toutes les recrues qu'il y a aux Lakers, qui sont capables de briller en attaque, qui peuvent briller offensivement, Vogel pourrait vraiment lui demander de garder son énergie principalement pour la défense. Et ça tombe bien, depuis Kentucky, où il avait battu tous les records de contre, c'est sa spécialité, Anthony Davis. Donc il pourra faire ça, il pourra poser des gros kicks, il pourra faire des interceptions, il prendra des rebonds, et dans une équipe des Lakers qui va avoir de vraies ambitions, hein, qui va chercher à aller gagner un titre, tout le monde devra apporter sa pierre et remplir son rôle. Celui d'AD, bien sûr, qui sera important en attaque, mais il va avoir un gros rôle en défense. Donc voilà, moi je me dis qu'on a quand même un Anthony Davis qui fait partie des joueurs majeurs de cette ligue, qui jamais dans sa carrière n'a remporté aucun award individuel, à part son trophée de MVP au All-Star Game en 2007. Donc il est peut-être temps de corriger ça, et le trophée de Deepoy, à mon avis, c'est le plus accessible pour Anthony Davis. C'est celui qui correspondrait le mieux à son profil, et c'est le premier qui pourrait ajouter à son CV. Donc pour ça peut être une vraie motivation pour lui, il peut vraiment tout donner en défense, et de toute façon je pense que les Lakers ils vont avoir intérêt à tout donner en défense autour de Anthony Davis. La clé ce sera la santé, et s'il reste en bonne santé, je pense qu'il est un candidat assez logique, et je comprends que vous l'ayez autant cité. Le deuxième que vous avez cité, assez évidemment, hein, c'est Rudy Gobert, qui a été 3 fois meilleur défenseur de l'année sur les 4 dernières années. Donc comment ne pas le citer? C'est un rim protector qui est élite, qui a un impact de dingue en NBA, qui est le meilleur défenseur
défenseur dans la raquette depuis au moins 4 ou 5 ans, et c'est difficile de débattre là-dessus, hein, il n'y a pas trop de doute, qui dévie énormément de trajectoires avec son envergure et sa présence, il fait peur à beaucoup de monde qui n'ose pas prendre ses tirs habituels, c'est un mec qui est très très long, qui est très large, qui est très solide, qui a un excellent timing au contre, et c'est ça que j'aime bien, il peut être très bon au sol et très dur à contourner, mais aussi très présent au contre et assez aérien avec ses grands bras. En fait, l'année dernière au contre, il a fait sa meilleure saison en carrière avec 2,7 contre, mais c'est ça qui me plaît, c'est pas juste un mec qui va briller dans cette stat du contre qui peut être assez trompeuse quand on évalue la défense d'un joueur. Gobert, c'est un joueur qui est bien plus intelligent que ça, il est toujours bien placé, il sait qui peut gêner, hein, comme je disais, en restant au sol aussi avec sa mobilité, et en fait il saute juste quand il faut, il va pas trop se faire prendre par les feintes, parce qu'il a une vraie science défensive dans la peinture. Ses stats au defensive rating sont assez exceptionnels chaque année, et il faut se lever tôt pour lui scorer sur la tronche à Gobert. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il se repose pas non plus là-dessus, et c'est pas comme s'il avait atteint ce niveau et que ça lui convenait, parce que je trouve qu'il continue à faire des progrès, il devient de plus en plus mobile, il commence à de mieux en mieux sortir sur les plus petits. Alors bien sûr, hein, il est moins efficace et il est moins polyvalent qu'un AD qu'on a évoqué juste avant, mais il arrive un petit peu maintenant à sortir et il est capable de dépanner sur un switch. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que c'était un petit peu la stratégie quand les gars affrontaient Utah, de dire on fait sortir Gobert de la peinture en obligeant Utah à switcher et après on est tranquille. Alors c'est toujours positif d'avoir Gobert hors de la peinture, mais maintenant il se fera moins crosser qu'avant, il sera plus efficace au périmètre, et je trouve ça peut-être cool. Alors bien sûr, c'est toujours pas le défenseur le plus polyvalent, et ça c'est clair et net, n'empêche que dans la peinture ou en post-up, il a pas vraiment d'égal, quoi, vraiment. En plus de ça, ce qu'il faut regarder à travers l'histoire, c'est que le trophée de Defensive Player of the Year, quand on l'attribue, on favorise constamment les protecteurs de cercle. Gobert, c'est un protecteur de cercle élite, peut-être le meilleur en NBA, ce que je disais, le meilleur défenseur de la peinture en NBA, et à mon avis, il a toutes ses chances pour obtenir un 4e trophée en carrière, et rentrer dans l'histoire en rejoignant Dikembe Mutombo et Ben Wallace, qui en ont 4 aussi, hein, c'est les deux seuls qui en ont 4, les recordmen de l'histoire. Ça a de quoi motiver pour Rudy Gobert, donc à mon avis, il va encore faire une grosse saison défensive, et tenter de rentrer dans les livres d'histoire de la NBA, donc pourquoi pas en décrocher un 4e, et c'est normal qu'il soit dans les candidats à mon sens. Et donc le 3e que vous avez le plus cité, c'est Draymond Green. Et lui aussi, hein, tous les ans, on pourrait un peu le retrouver, comme Anthony Davis et comme Rudy Gobert. Maintenant, Draymond Green, il a quand même un profil très différent des deux autres. Lui, c'est pas un gros contreur ou pas un rim protector. Par contre, c'est probablement le plus polyvalent des trois. Je vais pas dire que c'est le plus polyvalent de la NBA, parce qu'un mec qui aurait pu être dans les trois et qui est pas là, c'est Giannis Antetokounmpo. Et d'ailleurs, ça s'est joué à une ou deux voix près avec Draymond Green, hein, pour être dans les trois. C'est Draymond Green que vous avez préféré, et puis je trouve ça assez intéressant, parce que quoi qu'il en soit, Green, il a un peu sa façon de défendre à lui. Il a un côté super guerrier, super hustler, le côté sensu qui va se battre sur tous les ballons, qui plonge partout. C'est le gars qui peut rentrer dans ta tête un petit peu. Et ce que j'aime, c'est qu'il est capable vraiment d'avoir un côté motivant sur ses coéquipiers. Il peut tous les entraîner dans son sillage. Il crie, il positionne les gars à droite à gauche, il donne des conseils, il est toujours actif. Il donne vraiment le ton en défense pour son équipe des Warriors. Et je trouve que c'est cool. C'est un leader vocal qui aura pour but de faire de Golden State l'une des meilleures défenses de la ligue, si ce n'est la meilleure défense de la ligue. Et puis avec Wiggins, hein, si sa situation sanitaire est réglée, ou encore Klay Thompson, quand il reviendra, les Warriors, ils peuvent vraiment être relous à attaquer. Et déjà l'an dernier, malgré la saison compliquée qu'ils ont vécue, hein, malgré l'absence de Klay et la blessure de Wiseman, ils étaient dans le top 5 des meilleurs defensive ratings de la ligue, les Warriors. Et Green en est grandement responsable de ça. Donc je pense que s'ils assurent en défense et qu'ils progressent encore par rapport à l'année dernière, qui sont disons dans le top 3 des meilleures défenses de la ligue, ce serait tout à fait évident que Draymond Green fasse partie des candidats normaux et logiques pour ce trophée de Defensive Player of the Year. Donc là, encore une fois, pour les trois que vous avez le plus plébiscité, je suis globalement d'accord avec vos choix. More moments later. Alors, le résultat du sondage. Pour le trophée de défenseur de l'année, vous avez choisi Rudy Gobert à 45%, qui arrive devant Anthony Davis à 38% et Draymond Green à 17%. Et pour la deuxième fois, incroyable, aujourd'hui peut-être qu'on va être beaucoup d'accord, mais pour la deuxième fois, comme pour le rookie, moi aussi j'aurais voté Rudy Gobert. Parce que je crois au quadruplé, alors après, hein, c'est comme ça, de toute façon c'est toujours des prédictions, mais comme je disais, Rudy a pas d'égal du tout pour défendre dans la peinture. C'est le plus long, c'est le plus costaud, c'est le plus malin, c'est le plus expérimenté, et je trouve qu'en tant que protecteur de cercle et défenseur au poste, il n'y a que Anthony Davis qui peut rivaliser. Mais je trouve que si on isole vraiment la défense au poste, AD est un cran en dessous de Rudy. Après, bien sûr que Davis compense avec sa polyvalence. Mais Davis, j'ai toujours des interrogations quant à sa
sa santé et au nombre de matchs qu'il va jouer, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai préféré mettre Rudy Gobert devant. Et puis comme je disais, en plus de ça, Gobert a fait des progrès dans sa mobilité, et je trouve que de toute façon, même si lui se contente de défendre dans la peinture, son duo avec Conley, qui continuera toujours à défendre au périmètre, font qu'ils vont continuer à faire des dégâts défensivement, le Jazz. D'ailleurs, le duo Conley-Gobert, quand ils évoluaient ensemble l'an dernier, c'était juste le plus efficace de toute la NBA au niveau du defensive rating. Donc ça montre comment Utah, grâce à ces deux joueurs, peut être super polyvalent en défense. Donc ouais, je suis assez persuadé que le Jazz fera toujours partie des meilleures défenses de la ligue, et je crois que Gobert va être super motivé à l'idée de réitérer encore son trophée de Defensive Player of the Year. Il va tout donner en défense pour aider Utah à gagner des matchs, et je pense qu'il a très envie de marquer l'histoire en gagnant un 4e trophée du genre. Donc voilà moi pourquoi j'ai voté Gobert, et j'imagine que vous aussi. Allez, prochain trophée, celui du meilleur 6e homme de l'année. Là, ceux que vous avez le plus cités sur Instagram, c'est Kentavious Caldwell-Pope, c'est Alex Caruso, Jordan Clarkson, Tyler Herro, Kevin Huerter, Joe Ingles, Patty Mills, Jordan Poole, Derrick Rose et Dennis Schroeder. Donc voilà, on pourra pas parler de tout cela encore une fois, mais c'est bien de leur faire un big up parce qu'ils ont eu pas mal de voix sur Instagram. Et donc je comptais et je tenais à les mettre un petit peu en valeur aujourd'hui, au moins citer leur nom. Alors parmi les 3 plus cités, il y avait Jordan Clarkson. Après Rudy Gobert, encore un joueur du Jazz, encore un joueur qui a gagné le award dans lequel il est cité l'année dernière. Est-ce qu'il peut réitérer en étant le meilleur 6e homme de l'année? Jordan Clarkson, encore une fois, eh ben pourquoi pas? Ce sera toujours un 6e homme de luxe derrière Conley et Mitchell. Ok, il est passé un petit peu à côté de ses playoffs, mais je vais pas trop lui en vouloir pour ça. Je pense qu'il sera toujours capable de mettre le feu aux défenses adverses avec son jeu qui est assez atypique. En fait, moi j'aime bien comment il joue Jordan Clarkson. C'est pas le joueur le plus rapide, c'est pas le joueur non plus le plus athlétique, mais il compense avec des appuis inversés, des angles qui sont assez inhabituels, assez originaux, et j'aime bien en fait, ça le rend finalement très dur à stopper quand il a la balle et qu'il veut scorer, et quand son shoot extérieur rentre en plus, ça devient assez létal. Il a montré l'an dernier que depuis son début de carrière, il avait pas mal mûri dans sa sélection de tir. Alors bien sûr, c'est toujours pas le joueur le plus adroit et le plus régulier du monde, mais il peut quand même marquer sa petite vingtaine de points, soir après soir, et ça pour un joueur qui sort du banc, bah, gros big up et gros respect. Donc l'année prochaine, il n'y a toujours pas de raison qu'il ait pas ses 25 minutes de temps de jeu, et surtout avec un Conley qui vieillit, je pense que Clarkson aura toujours un gros rôle, sachant qu'en plus de ça, à Utah, on a fait un bon recrutement avec des joueurs comme Rudy Gay, Hassan Whiteside ou Eric Pascal. Je pense que Utah a toujours de quoi, en tout cas potentiellement, faire partie des top teams de la conférence Ouest. Et ça, c'est important, je pense, quand on élit le meilleur 6e homme, qu'il soit dans une équipe qui est au moins contender ou au moins outsider. Je trouve ça très important, je trouve que c'est pas par hasard que Clarkson ait gagné l'année dernière dans une équipe qui était première de la conférence Ouest. Et si Utah veut encore viser les sommets de sa conférence, à mon avis, ça passera forcément aussi par un bon Jordan Clarkson. Et donc, s'il remplit encore une fois cette année son rôle de dynamiteur, je trouve ça normal qu'il puisse faire partie des favoris pour défendre son trophée l'année prochaine. Un autre des 3 que vous avez énormément cité sur Instagram, c'est Tyler Herro. Donc j'en ai déjà pas mal parlé la semaine dernière parce qu'il faisait partie de mes breakout players dans la vidéo, là, les joueurs qui vont exploser. En tout cas, je crois en eux pour exploser. Donc je vais pas en faire trop, je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais ce qui se passe vite fait, c'est qu'après sa grosse saison rookie, où il y avait beaucoup de hype autour de lui, il a subi beaucoup plus de difficultés la saison dernière. Et en même temps, vu la situation qui était due à la pandémie, notamment à Miami, qui a manqué beaucoup de matchs, je peux un petit peu le pardonner. Il a reçu pas mal de critiques, notamment en raison de son manque d'investissement, et j'ai tendance à croire que mine de rien, ces critiques-là l'ont touché et qu'il les a prises en compte. De ce que j'ai compris, il a énormément bossé cet été, ça se voit parce qu'il a pris beaucoup de muscles, les photos sont assez impressionnantes, et son manque d'épaisseur, notamment pendant sa saison rookie, pouvait poser question. Et là, c'est plus le cas. Il a bossé sur un des points qu'il avait le plus besoin de bosser. Donc ça, c'est très bien. En plus de ça, il a fait partie de la Select Team. Donc il était sparring partner de la Team USA à Las Vegas. Il a encore dû apprendre des choses. Il a encore dû continuer à mûrir. Et tout ça, tout ça, c'est des points qui sont positifs et qui permettent d'être optimiste dans son développement. En fait, Tyler Herro, c'est un joueur qui fonctionne un petit peu à la confiance et au culot. C'est le gars qui mettra des shoots venus de nulle part dans les matchs importants. Et justement, il a peut-être manqué de ce genre de match important l'an dernier à Miami, ce match avec beaucoup d'intensité pour briller comme il l'a fait pendant sa saison rookie. Donc il était peut-être pas dans les bonnes conditions pour exploser à son full potentiel. Mais maintenant, avec des recrutements comme Kyle Lowry, comme Marcus Morris ou comme PJ Tucker, je trouve qu'on retrouve une vraie dureté à Miami. On retrouve un peu ce qui a fait le succès du hit basketball, et je trouve qu'à Miami, là on vise un peu plus haut, et on vise surtout on a des guerriers et des matchs importants avec de l'intensité, il devrait y en avoir quelques-uns. Donc
toutes les conditions, moi, me semblent réunies pour que Tyler Herro retrouve un petit peu son insolence de rookie. Et lui aura de l'expérience et du muscle en plus, donc tout ça c'est parfait, et je pense que ça peut envoyer à Miami, et ça me paraît très cohérent que vous l'ayez autant cité sur Instagram parmi les potentiels candidats pour ce trophée. Le troisième que vous avez cité, même s'il a le maillot des Lakers, c'est Dennis Schroeder, qui cette année va jouer à Boston. Alors beaucoup se sont moqués de lui cet été parce qu'il a refusé une prolongation de 84 millions sur 4 ans à Los Angeles, donc 21 millions la saison quand même, pour finalement signer à 6 millions la saison à Boston. Donc c'est un bon coup du côté de Boston. Maintenant, il a beaucoup été cité, mais on ne sait pas vraiment s'il sera 6e homme. On ne sait pas encore comment Udoka fera ses rotations. Et je sais que beaucoup le voient titulaire. Mais moi, mine de rien, je comprends ce vote parce que je pense pas que ce soit une bonne idée de le remettre titulaire. Il avait fait son caprice en arrivant à Los Angeles pour être starter. Et ce qui se passe, c'est que ça n'a pas forcément marché, parce que Schroeder, à mon sens, c'est en sortie de banc, il est clairement le meilleur, parce que c'est pas un vrai meneur, c'est quand même plus un scoreur, un combo guard, et j'aime bien le fait que ce soit le premier à rentrer en sortie de banc sur les postes 1 ou 2, donc je vois bien à Boston, Smart au poste 1, de toute façon, Udoka a dit qu'il voulait beaucoup responsabiliser Smart, notamment à la main, et lui donner plus le ballon, donc je vois bien Smart titulaire au poste 1, et peut-être Josh Richardson au poste 2 en titulaire. Après, pourquoi pas aussi, il y a Peyton Pritchard qui pourrait revendiquer un spot s'il confirme ses progrès. Dans ce cas-là, tu décalerais Smart en 2. J'imagine bien une rotation, vu ce qu'a dit Udoka en plus dans la presse, une rotation avec Smart au poste 1 et Josh Richardson au poste 2, avec un Schroeder finalement qui joue au moins autant que les deux que je viens de citer, parce qu'il rentrerait très vite à la place de l'un ou l'autre. Donc attention, c'est pas parce que je mettrai Schroeder sur le banc que je pense qu'il est moins bon que Richardson ou que Pritchard par exemple. Mais je pense que, à mon sens, ça voudra dire qu'il apportera plus avec la seconde unit qu'avec les titulaires. En fait, c'est ce qu'il faisait il y a 2 ans avec Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander. Il jouait quasiment autant que les deux autres. Et cette année-là, à OKC, sa dernière saison avec le Thunder, il a réalisé juste sa meilleure campagne en carrière. Et c'est comme ça que je veux le revoir. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup besoin du ballon, qui a besoin de prendre ses responsabilités et de se sentir en confiance. C'est dans ces situations qu'il est le meilleur. Et ces situations, à mon avis, elles auront davantage lieu s'il rentre quand les starters se fatiguent un peu plus et qui sont plus prêts à passer le relais au niveau des responsabilités, que s'il est sur le terrain en début de match directement avec du Jaylen Brown et du Jason Tatum qui vont être frais et qui vont vouloir briller. Et là, j'ai peur que ça marche un petit peu moins. Donc je me dis que en plus de ça, quand il jouera avec les remplaçants, Schroeder, ça peut vraiment être le leader de cette seconde unit. Et à mon sens, s'il accepte ce rôle, je pense qu'il peut être très bon. Et en plus de ça, il va être motivé à mon avis. Il va avoir à cœur de montrer qu'il vaut plus que ses 6 millions, parce que je pense que même s'il vaut peut-être pas le contrat à 100 millions qu'il revendique, il vaut plus que ses 6 millions par an. Et effectivement, je trouve encore une fois que vous avez choisi des candidats intéressants parce que Schroeder, comme les deux autres que vous avez cités, est un vrai candidat légitime pour ce trophée de meilleur 6e homme de l'année. Soon after. Alors, selon vous, le trophée de meilleur 6e homme de la saison 2021-2022 sera attribué à Jordan Clarkson. Et comme je me doutais, ça va être notre premier gros désaccord de la journée. Enfin, gros désaccord en tout cas, pas forcément, dans la mesure où vous avez donné 50% Jordan Clarkson, 33% Tyler Herro et 17% Dennis Schroeder. Moi, c'était un choix difficile, mais j'aurais voté Tyler Herro parce que je crois en lui, et il s'est surtout montré hyper motivé cet été, comme je disais tout à l'heure. Il a fait une grosse préparation, et j'ai vraiment l'impression qu'il veut fermer des bouches. Donc lui, ce sera la première rotation sur le terrain, de toute façon, ce sera le premier remplaçant à rentrer, à mon avis, et quand il va rentrer, il pourrait rentrer peut-être à la place d'un PJ Tucker ou d'un Marcus Morris, et ça ferait un line-up qui serait composé de Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler et Bam Adebayo. Et là, je trouve que c'est vachement intéressant pour un mec comme Tyler Herro, parce qu'il pourrait avoir beaucoup d'espace au milieu de ces mecs-là, il pourrait lui arriver complètement frais et mettre le feu, et j'aime bien cette idée, mettre le feu en parlant du 8 avec une chemise à flamme, en plus je trouve ça génial, et donc j'aime bien cette idée, et c'est pour ça que j'en fais mon favori. Vous avez choisi Jordan Clarkson, et je peux tout à fait le comprendre, de toute façon moi c'est mon petit pari, Tyler Herro, parce que a priori, de toute façon le Jazz, comme je disais, devrait encore faire une bonne saison, et Jordan Clarkson devrait à nouveau avoir un gros rôle. Moi j'avais juste un petit peu peur que Conley, qui quand même vieillit d'année en année, fasse moins de matchs cette saison, et que Jordan Clarkson soit un peu plus amené à être titulaire, et peut-être qu'il fasse trop de matchs pour être un candidat parmi les potentiels Six Men of the Year. Mais bon, ça, on peut pas non plus prévoir les blessures, on peut pas prévoir les absences de Conley, et je comprends tout à fait que vous préfériez Jordan Clarkson. Tyler Herro, surtout, c'est sûrement un petit pari, parce que j'ai envie de le voir briller, et j'ai envie de revoir son insolence,
qui existait et qui faisait tant plaisir à voir lors de sa saison rookie. Le trophée suivant, c'est celui de Most Improved Player, le MIP, c'est-à-dire le joueur qui a le plus progressé de la saison. Et vu que forcément c'est un trophée qui est très difficile à jauger, hein, c'est assez compliqué de savoir qui va le plus évoluer, il y a eu énormément de joueurs qui ont été nommés plusieurs fois. Encore une fois, j'ai pas mis tous ceux qui ont été nommés qu'une ou deux fois, mais j'ai essayé de mettre les plus cités. Et comme vous voyez, il y en a déjà un paquet qui ont été cités de nombreuses fois. Donc comme vous le voyez, il y a OG Anunoby, il y a Lonzo Ball, il y a Nicolas Claxton, il y a De'Aaron Fox, il y a Darius Garland, Shai Gilgeous-Alexander, Tyler Hero, encore lui, Jaren Jackson Jr., Keldon Johnson, Kyle Kuzma, Caris LeVert, Ja Morant, Kevin Porter Jr., Michael Porter Jr., Peyton Pritchard, Matisse Thybulle aussi, Gary Trent Jr. et Fred VanVleet. Donc ça fait beaucoup de monde pour le Most Improved Player que vous avez cité. Lonzo Ball. Lui, il a subi beaucoup de critiques injustes depuis le début de sa carrière. Je me dis que, à part Ben Simmons, récemment, c'est peut-être un des jeunes qui a le plus ramassé là, ces dernières années. Alors, est-ce que c'est à cause de son père qu'il a trop bien vendu et trop présenté comme une superstar? C'est bien possible, parce que dès sa saison à Los Angeles, on l'attendait limite tous comme un franchise player, au vu de ce qu'avait dit cette grande bouche de LeVar Ball. Sauf que bon, ça n'a pas été facile pour lui, sa première année, sa saison rookie à LA, dans une équipe jeune qui perdait beaucoup, sa saison sophomore n'a pas été simple non plus, avec l'arrivée de LeBron. Toute la saison, on ne parlait que de l'envoyer à Nola pour récupérer Anthony Davis, et c'est ce qui a eu lieu l'été suivant d'ailleurs. Et si on fait le bilan un peu de son début de carrière, ça n'a pas toujours été dans les meilleures conditions possibles. À Los Angeles, il avait sûrement beaucoup trop de pression pour un joueur qui faisait ses débuts en NBA, et aux Pels, la situation était pas géniale, parce que c'était un petit marché, où tout était fait pour Zion. J'ai l'impression qu'il a jamais vraiment été mis dans son rôle avec Stan Van Gundy, que Stan Van Gundy voulait de plus en plus utiliser Zion Williamson en créateur numéro 1, et Lonzo Ball avait du mal à trouver sa place là-dedans, même si de plus en plus il se transformait en shooter, et c'est tout à son honneur. En tout cas, ce qui se passe, c'est que là il va arriver à Chicago, même s'il a encore le maillot des Pels sur la photo. J'ai pas encore les photos du Media Day d'aujourd'hui, mais ça viendra. À Chicago, il arrive dans une équipe qui est ambitieuse et qui semble beaucoup compter sur lui. Il doit être un petit peu le meneur organisateur que la franchise cherche depuis des années, et ça va être un petit peu son objectif et son rôle de réussir à faire jouer des mecs comme Zach LaVine, comme Nikola Vucevic ou comme DeMar DeRozan. Donc il pourra vraiment faire appel à ses talents de playmaker et de défenseur aussi, c'est important, parce que ça reste un très bon défenseur, Lonzo Ball, et faire ça dans une équipe qui peut aller haut, c'est intéressant, et je pense qu'il peut être mis en valeur dans ce sens-là. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il a que 23 ans, mine de rien, hein, même si on a l'impression que ça fait déjà un petit moment qu'il est en NBA, et chaque année, je trouve qu'il fait des progrès. Au shoot, il est devenu pas loin d'être excellent, en tout cas, et alors que c'était l'un de ses plus gros défauts. C'est un mec qui a beaucoup bossé, notamment sa mécanique, hein, qu'il a totalement reconstruite, et avec laquelle il est beaucoup plus efficace au tir. Donc pas de raison que ses progrès s'arrêtent, je pense. Là, avec son arrivée chez les Bulls, je pense qu'il a tout qui se réunit pour qu'il fasse encore un bond en avant. Et si son arrivée permet aux Bulls de faire top 4 à l'Est, ce qui n'est pas gagné du tout, mais ce qui est quand même possible, je pense qu'il sera un candidat pour le Most Improved Player, dans la mesure où il aura aidé son équipe à aller vraiment vers le haut, une équipe qui n'était pas en playoff l'année d'avant. Donc s'il fait ça, ça montrera qu'il était bien le meneur clé qui manquait à cette franchise depuis des années, et je pense que c'est pour ça que vous l'avez choisi parmi les plus plébiscités pour ce trophée. Deuxième que vous avez plébiscité sur Instagram, c'est Caris LeVert, qui lui aussi, comme Tyler Hero dont on a parlé un petit peu avant, faisait partie des breakout players que j'ai évoqués la semaine dernière. Il a déjà montré qu'il était un joueur excellent, mais je suis persuadé qu'il n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent. C'est un scoreur qui est très polyvalent, qui est capable de marquer aux 3 niveaux, c'est-à-dire proche du cercle, à mi-distance ou à 3 points, et qui a largement, je trouve, étoffé sa vision de jeu et ses passes depuis son arrivée en NBA. Il faut se rappeler que l'année dernière, il tournait quasi à 6 caviars par match, et c'est quand même assez énorme pour un joueur comme Caris LeVert, qui à la base était surtout un scoreur. Aujourd'hui, c'est devenu un joueur mature, polyvalent, intelligent et sûr, on peut se reposer sur lui, on en est à peu près certain, qui est capable facile de marquer sa vingtaine de points par match, et ça déjà je trouve ça très fort. Alors comment on peut imaginer qu'il peut progresser encore déjà, vu le niveau qu'il a déjà atteint? Eh bien moi je pense qu'il peut progresser encore en devenant un vrai franchise player. En fait, pour ce vote de Most Improved Player, ceux qui obtiennent le statut de franchise player sont souvent plébiscités. Regardez Julius Randle l'année dernière, c'était pas un mauvais joueur avant, sauf que l'année dernière il est devenu le meilleur joueur d'une équipe qui gagnait, et c'est pour ça aussi qu'il a eu ce trophée. Puis quand je vois aussi la saison compliquée qu'a eu Caris LeVert l'an dernier, je me dis que maintenant il va tout avoir pour exploser. Si on fait le résumé et le bilan de sa saison, c'est quand même assez chaotique. Il a été transféré en début de saison dans le deal de Harden, donc il a dû quitter Brooklyn. Puis après il est arrivé à Indiana. À Indiana, il a appris qu'il avait un cancer du rein. Le mec, il
il se fait opérer, il revient de loin, hein, il finit la saison quand même avec les Pacers. Mais après toute cette saison, lui-même l'a dit qu'il s'était jamais trouvé aussi mal mentalement, et ça je veux bien le comprendre. Sauf que là maintenant, il va commencer cette saison 2021-2022 et tout est réglé. Donc moi j'imagine que son mental, il doit être plus affûté que jamais. Il doit vraiment avoir envie de tout péter. Et à Indiana, en plus de ça, on compte vraiment, j'ai l'impression qu'on compte vraiment sur lui, parce il va pouvoir avoir une vraie stabilité qu'il n'avait pas à Brooklyn, à mon avis. À Indiana, on veut accrocher les playoffs. Levert, ça pourrait vraiment être la clé, parce qu'il peut devenir l'option 1 et augmenter toutes ses stats, notamment en scoring. Au scoring, il tournait à 20 points par match, mais peut-être qu'il peut tourner à 23, 24, peut-être plus, qui sait. Et avec le mental et le contexte, moi je crois en lui pour exploser réellement. C'est tout ce que j'ai expliqué la semaine dernière, et c'est pour ça qu'il faisait partie de mes breakout players. Donc voilà, chez ces Pacers, je pense qu'il peut s'affirmer en leader offensif, qu'il peut participer à la course aux playoffs, et s'il fait tout ça, qu'il arrive à devenir le meilleur scoreur des Pacers, à tourner à 23-24 points par match, c'est obligé de le mettre parmi les candidats, donc je comprends aussi que vous ayez voté pour lui sur Instagram. Le troisième, le plus cité, c'est Michael Porter Jr., qui là, en plein live, j'ai suivi un petit peu ça avec les notifs et ce que vous avez écrit dans le chat, a signé une grosse extension à Denver. Donc je vais pas donner les chiffres, mais il me semble que c'est 208 millions sur 5 ans, j'ai lu quelque chose comme ça. En tout cas, grosse extension pour Michael Porter Jr., qui vient d'être signé pendant le live. Et Michael Porter Jr., lui, c'est quand même un joueur qui a eu un début de carrière compliqué. Il a été drafté bien plus bas que son talent aurait pu laisser penser, parce qu'il avait une blessure au dos. Et d'ailleurs, à cause de ça, il a fait une saison blanche juste après sa draft. Et il a dû lutter jour après jour, mois après mois, année après année presque, pour faire sa place à Denver. Et les conditions n'étaient pas les plus simples pour lui, parce qu'en plus de ça, faire sa place dans une équipe qui fonctionne déjà, c'est jamais évident. Encore plus quand tu reviens de loin, et quand tu reviens d'une blessure et que t'as pas joué ta saison rookie. En plus de ça, il a fait quelques boulettes qui l'ont pas aidé et qui ont un petit peu prouvé son immaturité. Quand il a laissé fuiter le 0-6 de Adam Silver sur les réseaux, ça c'était un vrai fail concernant Michael Porter Jr. Mais bon, on va pas lui en tenir rigueur, parce que malgré tout ça, et malgré ce manque de maturité et ces petites erreurs de jeunesse, on va dire, je trouve qu'il a progressé à vue d'œil. Et là maintenant, il a montré que ses blessures étaient derrière lui, et que ceux qui ne lui avaient pas fait confiance à la draft avaient eu tort. C'est un des gros styles, maintenant on peut le dire à mon avis, de la draft 2018. C'est un attaquant d'élite, hein, qui a montré encore plus son talent sous le maillot des Nuggets après la blessure de Jamal Murray, quand il fallait une option 2. Il a fait un mois d'avril hallucinant à 24 points par match, donc à mon avis c'était un bel aperçu, un beau flash de ce qu'il est capable de faire plus régulièrement, et je trouve qu'à Denver, plus le temps passe et plus il trouve sa place. Plus ça va, plus il mûrit en plus, plus il prend les bons shoots. Il a des pourcentages assez énormes, hein, 54% au tir, 44% à 3 points, c'est assez ouf l'an dernier. Par contre, maintenant je l'avoue, hein, je comprends pas toujours sa sélection de tirs et les tirs qu'il prend, mais la plupart du temps ça rentre, donc il n'y a pas grand chose à dire. Et ce qui est clair, c'est qu'il a vraiment un sens ciné du panier. Là, ce qui va se passer, c'est qu'à Denver, Murray devrait encore manquer pas mal de temps, au moins un quart de la saison, de ce que j'ai compris, donc une vingtaine de matchs, et il n'y a pas de raison pour lesquelles Michael Porter Jr. ne serait pas à nouveau responsabilisé en début de saison. Donc Mike Malone, c'est un coach qui est spécialiste de l'attaque, à mon avis il lui fera confiance pour épauler Nikola Jokic, et avec un pivot passeur comme le Joker, je suis persuadé que Porter Jr. aura de bons ballons. Donc tout ça me laisse penser qu'il vaut bien mieux que ses 19 points par match de moyenne de l'an passé. À mon avis, il vaut bien plus, sa valeur est bien plus proche des 24 points par match qu'il a mis au mois d'avril l'année dernière, et je pense qu'il peut, pour la saison à venir, un peu comme Levert, hein, Levert disait qu'il devait viser les 23-24 points, et à mon avis c'est un minimum pour Michael Porter Jr., peut-être même les 25, tout en prenant ses 7 rebonds. Alors lui, il va plutôt prendre 7 rebonds, Levert sera plutôt 6-7 passes. Maintenant, voilà, c'est sûr que Porter Jr., il a aussi des failles. C'est pas un excellent passeur, c'est un joueur qui joue beaucoup pour lui, qui est assez individualiste, mais voilà, c'est pas non plus un gros défenseur, même si en fin de saison dernière ça allait mieux. Mais au niveau du scoring, au niveau de l'attaque, il est gifté comme peu de joueurs de son âge, et il peut vraiment exploser les compteurs et être un candidat pour le MIP, parce qu'il sera aussi dans une équipe qui gagne, et ça également c'est important pour ce vote. Donc ça me paraît aussi cohérent d'avoir mis Michael Porter Jr. dans les 3. Encore une fois, c'est peut-être pas les 3 que j'aurais choisi, moi, si c'est moi qui avais choisi mes 3 candidats pour ce trophée. En tout cas, je trouve que c'est des choix cohérents de votre part et qui sont assez intéressants. Much later. Selon vous, celui qui sera Most Improved Player, MIP, le joueur qui va le plus progresser l'année prochaine, sera Caris Levert. Et pour la 3e fois sur 4, on est d'accord encore, et je pensais pas forcément qu'on serait d'accord sur ce coup-là, parce que parmi les 3, c'était un de ceux qui était quand même le moins cité sur Instagram. Pourtant, je trouve que le choix est difficile. Moi, j'ai pris Caris Levert, je vais vous expliquer pourquoi, parce que
pour moi, c'est le seul parmi les trois qui peut vraiment devenir le franchise player de son équipe. Comme je disais, pour ce trophée de MIP, bien sûr, on aime que les stats augmentent de façon considérable, mais on aime aussi récompenser ceux qui arrivent à devenir le go-to-guy de leur team. Et à Chicago, Lonzo Ball aura beau progresser, ce sera toujours Zach LaVine le go-to-guy. À Denver, même si je crois en Michael Porter Jr. et sa capacité à beaucoup scorer de points, ce sera très difficile d'être franchise player quand tu joues à côté du MVP en titre. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à choisir en vrai, notamment, enfin surtout que c'est pas les trois que j'aurais choisi comme je dirais, mais j'ai tranché pour LeVert pour cette raison, parce que c'est pour moi celui qui a le plus le potentiel de devenir le franchise player de son équipe, et on sait comment ces changements de statut sont importants pour le trophée de MIP. Alors bien sûr qu'avec Domantas Sabonis, il joue à côté d'un All-Star, et c'est pas gagné qu'il devienne franchise player, mais Sabonis c'est quand même difficilement plus de 20 points par match, et surtout je pense que LeVert, si tout va bien pour lui à Indiana la saison prochaine, il devrait avoir pas mal de responsabilités à la création, il peut avoir pas mal de responsabilités en tant que première option offensive, et il peut vraiment prendre la place du All-Star et du go-to-guy d'Indiana. Donc voilà pourquoi il est mon favori, même si forcément ça se discute, parce que ce sera difficile pour lui de faire mieux que ses 20 points et 6 passes décisives, 5 et quelques de l'année dernière. Mais je pense qu'il peut encore faire mieux, j'y crois, il peut tout exploser et devenir le go-to-guy de ses Pacers. Et si les Pacers en plus de ça gagnent des matchs, il aura encore plus de voix à mon avis. Allez, prochain trophée, celui de coach de l'année. Et encore une fois, il y a eu pas mal de candidats dans ce que vous m'avez cité. Donc les plus cités, encore une fois, ceux qui ont eu pas mal de mentions, c'est Rick Carlisle, c'est Billy Donovan, c'est Willie Green, c'est Steve Kerr, c'est Michael Malone, Nate McMillan, Steve Nash, Quinn Snyder, Eric Spoelstra, Ime Udoka, Frank Vogel et Monty Williams. A priori, ça, c'était vos préférés pour le trophée de coach de l'année. En tout cas, parmi eux, un de ceux que vous avez beaucoup cités, et ça m'a beaucoup étonné en fait, c'est Billy Donovan. Donc apparemment, soit il y a beaucoup de fans des Bulls dans ma communauté, soit vous croyez beaucoup en Billy Donovan, et ça aurait pas fait partie de mes 3 favoris au départ, et à force de le voir citer, je me suis dit en fait, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que pour ce trophée, on aime bien les belles histoires, on aime bien les coachs qui d'un coup transforment leur équipe, qui prennent une équipe qui était au plus bas et qui les amènent en haut. Et voilà, on a des Bulls qui n'ont pas fait les playoffs depuis 2017, Donovan il va faire sa 2e saison à Chicago, et l'an dernier c'était la seule fois de sa carrière qu'il a fait une saison en dessous des 50%. Et là j'imagine qu'il doit bien espérer être capable de revenir sur de bons rails. Donc il a l'effectif pour, de toute façon, revenir sur de bons rails, il a un roster qui est construit intelligemment, avec des gros noms qui sont arrivés, entre Lonzo Ball, DeMar DeRozan ou Alex Caruso, il va avoir de la profondeur aussi, j'en avais parlé dans une vidéo récente, et même si j'ai encore des doutes, je l'avoue, sur sa faculté à performer réellement en playoff, il a toujours montré en saison qu'il savait tirer le meilleur de ses rosters, et je trouve ça chouette. J'ai aimé par exemple l'année dernière, malgré le bilan qui n'a pas été super cool des Bulls, j'ai aimé comment il a fait comprendre à Zach LaVine qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul, et on a eu un bon Zach LaVine, et à mon avis Billy Donovan il est assez responsable de ça. Et voilà, comme je disais, à vrai dire j'avais pas pensé à lui au départ, mais je trouve que c'est pas idiot de le mentionner et de le citer pour toutes ces raisons. S'il arrive à transformer les Bulls qui étaient au fond du gouffre ou pas loin il y a quelques années à une équipe qui deviendrait, je sais pas moi, outsider, qui serait un top 4 à l'Est, mais même si ce sera dur, je vois pas pourquoi il ne serait pas candidat. Il peut très bien vivre une histoire à la Tom Thibodeau, qui a ramené des Knicks sur le devant de la scène l'année dernière et qui a fini Coach of the Year. Alors si Billy Donovan fait ça, il peut vivre une histoire assez similaire, et finalement je comprends que vous l'ayez autant cité pour ce trophée. Le deuxième que vous avez cité, lui, me surprend beaucoup moins, c'est Steve Kerr. Et c'est un petit peu la même chose. Les Warriors, si on fait le bilan de ces dernières années, c'est 3 titres et 5 finales entre 2015 et 2019, puis 2 saisons sans playoff. Maintenant, il y a Klay Thompson qui va revenir. Après cette fêlée croisée et le tendon d'Achille, il va revenir. On a un Stephen Curry qui semble encore en plein prime individuellement. Et en plus de ça, autour des Splash Brothers, on a un recrutement qui est intelligent. Bon, il y a aussi Draymond Green, dont on a déjà parlé pour le trophée de meilleur défenseur. Mais il y a des mecs qui arrivent et qui valent le coup. Enfin, en tout cas, c'est pas des super gros noms, mais c'est des mecs qui peuvent fitter. Donc ça aussi, j'en parle dans la vidéo sur mes Warriors de la semaine dernière. Et là, on a Otto Porter Jr., on a André Iguodala, on a Nemanja Bjelica. Et tout ça, je trouve ça plutôt malin. Et là, je parle même pas des jeunes qui ont été draftés, comme Jonathan Kuminga ou Moses Moody, qui sont très talentueux. Je garantis pas qu'ils auront du temps de jeu, mais s'il y a des blessures, ça fait de la profondeur à Golden State. Et on a un effectif qui est hypant. On attendra plus de James Wiseman aussi quand il reviendra de blessure. Et clairement, quand on regarde ce roster, on a des ambitions qui sont à nouveau présentes. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais de Draymond Green dans les candidats pour le meilleur défenseur. Je suis assez hypé par le potentiel défensif que peut avoir cette équipe, surtout si on le couple aux qualités de shoot
foot qu'elle présente, quoi. Donc si tout clique, alors c'est sûr que c'est un si qui est important, hein, mais si tout clique, c'est une équipe qui peut faire des ravages. J'en fais pas plus parce que j'ai assez développé ça dans ma vidéo récente, mais ces Warriors, quand même, j'ai tendance à y croire. Je pense que ceux qui disent qu'ils sont complètement finis se trompent, parce qu'on a des joueurs qui vont arriver vraiment motivés, c'est peut-être un peu leur dernière danse, et voilà, aucun rapport avec The Last Dance, hein, mais quoi que, on sait jamais, avec Steve Kerr qui était dans l'équipe des Bulls de l'époque, mais voilà, ils savent qu'ils vont pas avoir 15 000 chances encore pour remporter un titre, donc ils ont intérêt à tout donner, et je pense qu'ils veulent montrer qu'ils peuvent encore faire partie du top, qui sont pas rincés, et je pense que cette équipe va arriver le couteau entre les dents. Maintenant, c'est clair qu'il y a pas mal d'interrogations, entre Wiggins et ses histoires de vaccins, entre Klay Thompson qui reviendra pas avant Noël, mais voilà, si malgré tout ça, en plus de ça, si malgré tout ça, Steve Kerr arrive à aller loin, peut-être qu'il méritera vraiment ce trophée de Coach of the Year. En tout cas, lui m'a beaucoup moins surpris que Billy Donovan dans les 3 qui ont été le plus mentionnés sur Instagram ce week-end. Et ensuite, le troisième que vous avez plébiscité sur Instagram, c'est Erik Spoelstra, et qui encore, je trouve, peut vivre cette espèce de situation similaire et cette belle histoire que doit vivre un Coach of the Year s'il veut remporter ce trophée. En fait, il est allé en finale en 2020, et on a une équipe de Miami qui a quand même galéré la saison passée, et ça a été très dur pendant toute l'année de retrouver l'alchimie qui les amenait si loin en 2020, avec toutes les absences qui ont été liées au virus, tous les matchs qui ont été repoussés, et au final, ils se sont fait très sèchement sortir par les Bucks au premier tour, avec une équipe de Milwaukee qui a fermé la raquette, et ça a vraiment limité du Jimmy Butler et du Bam Adebayo, et Miami s'est retrouvé sans solution avec ça. Et ça, je peux pas trop en vouloir à Spoelstra, ce qui me dit qu'il n'y avait pas forcément les pièces qu'il fallait autour, et surtout qu'il y a eu trop d'instabilité pendant toute la saison du côté du Heat, pour permettre aux role-players de trouver une vraie régularité. Et si on ajoute à ça le départ de Jake Crowder, qui a fait beaucoup plus de mal qu'on ne le pense, qui a créé de gros manques au poste 4, et qui a créé la perte d'un gros combattant, je pense que Miami a beaucoup souffert de ça l'an dernier. Mais je disais tout à l'heure, en parlant de Tyler Herro et de ce que j'imagine du Heat pour la saison prochaine, avec les arrivées de PJ Tucker et de Marcus Morris, on compense vraiment ce manque au poste 4, et on apporte beaucoup de combats pour combler ce point faible. Et l'arrivée de Laurie, qui elle aussi apporte du combat, va encore tirer cette équipe vers le haut. Alors ok, on a du Goran Dragic et du Kendrick Nunn qui sont partis, mais Laurie, pour moi, en termes de dureté, d'intelligence de jeu et d'expérience, c'est encore un autre niveau, je trouve, même si Dragic est un joueur que j'aime beaucoup. Mais Dragic, en défense, il avait quand même quelques soucis que Laurie, lui, n'aura pas. Donc là, si on regarde le recrutement, ça laisse vraiment penser que l'équipe sera meilleure que l'an dernier, et vu les profils des gars, dans une saison qui devrait être a priori moins compliquée, parce qu'il y aura moins de matchs repoussés à gérer a priori, parce que le Covid, normalement, ça aura moins d'impact que l'année dernière, il y a moyen de retrouver, je pense, cette alchimie, cette volonté, cet esprit guerrier qui a tant poussé cette équipe il y a 2 ans. Donc si Miami arrive à faire fort cette saison avec cet effectif, je pense que Spoelstra sera forcément à féliciter, et je comprends très bien que vous l'ayez mis dans les 3 les plus cités parmi les potentiels candidats pour le coach de l'année. A few moments later. Alors en tout cas, entre Billy Donovan, Steve Kerr et Erik Spoelstra, celui que vous avez choisi pour le coach de l'année, c'est Erik Spoelstra. Et pour la 4e fois sur 5, on est beaucoup d'accord aujourd'hui. Voilà, j'ai pris moi aussi Erik Spoelstra. Vous l'avez plébiscité à 57%, Steve Kerr arrive en 2 avec 25%, et Billy Donovan, quand même, ça me surprendra toujours autant, arrive avec 18%. Comme quoi, peut-être que je le sous-cote. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si je crois pas en lui en playoff, ça reste un très bon coach de saison régulière. Mais moi, j'explique pourquoi j'ai voté Erik Spoelstra. Bon, encore une fois, c'est très difficile de prévoir qui sera le coach de l'année, alors qu'il n'y a pas eu un seul match qui a été joué, mais il faut faire un petit pari, et finalement, ce pari, je pensais qu'il serait un peu risqué, mais vous êtes d'accord avec ça. Ce qui est sûr, c'est que les 3 coachs qui étaient cités là peuvent être à la tête d'équipes qui vont step up cette année. Tous sont attendus, je pense en tout cas, pour faire des plus grosses saisons que l'année d'avant. Tous correspondent aussi aux belles histoires que l'on aime pour ce trophée, mais moi j'ai décidé de donner ma voix à Spoelstra, déjà parce que je crois en Miami et ce hit basketball bien dur et bien combattant qu'on va retrouver à mon avis cette année, mais aussi parce que j'aimerais que Spoelstra soit enfin récompensé. Pour moi, il fait partie des génies du coaching de la NBA moderne, et il a jamais reçu le titre de coach de l'année, et je trouve que ça manque. Quand tu vois le niveau que peut atteindre un Erik Spoelstra, c'est pas normal peut-être qu'il ait jamais obtenu ce trophée de Coach of the Year. Alors peut-être que cette année peut être la bonne. Je sais que c'est pas un argument, parce qu'il sera noté que sur sa saison en cours, mais c'est pour ça en tout cas que c'est mon favori, et que c'est lui que j'aimerais voir soulever le trophée. Si j'ai voté pour lui, c'est plutôt parce que je sais pas pour qui voter, on verra, ça va dépendre des résultats des équipes, beaucoup, mais j'espère parmi les 3 que ce sera lui, et ce serait une juste récompense, je trouve, vu la culture qu'il a su créer et emmener et conserver à travers les années du côté de Miami.
Oups, pris dans le feu de l'action de mon live, j'ai complètement oublié de présenter les 12 candidats que vous avez plébiscités sur Instagram pour le trophée de MVP. Du coup, on a Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic, Kevin Durant, Joel Embiid, James Harden, LeBron James, Nikola Jokic, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Jason Tatum et Trae Young. Ok, bon, j'ai vu tous vos pronostics, et c'est intéressant, les avis sont très variés, et ça m'étonne absolument pas, et de toute façon, je l'ai vu sur Instagram. En tout cas, le premier des trois que vous avez le plus cité ce week-end, c'est Stephen Curry, et ça s'entend, et c'est assez évident. Il était 3e au vote du MVP la saison dernière, derrière Nikola Jokic et derrière Joel Embiid, et beaucoup même avaient fait de lui leur favori, LeBron James le premier d'ailleurs, qui avait dit que Curry méritait d'être MVP. Mais moi je dois dire que ça m'allait pas, j'étais pas d'accord avec LeBron sur ce coup-là, parce que, je le répète souvent, mais pour moi, un MVP doit réunir 4 conditions, et parmi ces 4 conditions, il n'y en a aucune que tu peux zapper. Ces 4 conditions, c'est faire des perfs individuel, c'était bon pour Curry, être régulier, c'était bon pour Curry, rester en bonne santé, c'était bon pour Curry, mais avoir des résultats collectifs, et ça, c'était pas bon pour Stephen Curry. En finissant 8e à l'Ouest, pour moi, Stephen Curry ne pouvait pas être un candidat légitime au MVP. À mes yeux, un MVP qui n'est pas, disons, dans le top 4, allez, je veux même voir large. D'habitude, je disais top 2, top 3, mais on peut élargir au top 4 de sa conférence, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, ok, il y a eu l'exception Westbrook en 2017, avec sa saison triple-double assez épique, mais c'est aussi un petit peu l'exception qui confirme la règle. Par contre, moi je me dis que cette saison, et je comprends que vous l'ayez mis dans les 3, que cette saison, Curry doit pouvoir viser bien plus haut. On a déjà assez parlé des Warriors ces derniers temps sur la chaîne, et même dans ce live, et ce qu'on a compris, c'est que l'équipe avait des ambitions. En parallèle, lui, il est en surconfiance, il y a une gravité autour de lui, il attire toutes les défenses. C'est presque jamais vu pour un joueur NBA. On l'a vu l'année dernière attaquer face à 4 défenseurs qui étaient autour de lui. C'est quand même un truc de grand malade, tellement il est chaud et qu'il peut mettre des shoots dans tous les sens. Et là, avec Clay qui va manquer le début de saison, et avec Wiggins qui pourrait ne pas jouer les matchs à domicile, même si, je répète, j'espère que ça se fera, parce que j'ai envie de voir un max de joueurs, vaccin ou pas, Curry pourrait continuer vraiment sur son rythme de l'an dernier, et prendre son équipe sur son dos, surtout avec l'absence de Clay en tout cas, dès le début de la saison. Et puis au fur et à mesure de la saison, plus les situations se régleront, celle de Thompson et potentiellement celle de Wiggins, plus les Warriors pourraient se mettre à gagner au fur et à mesure. Donc on va avoir à mon avis un Curry qui va être très très bon individuellement, et des Warriors qui vont monter en puissance tout au long de la saison. Et ça, vu qu'en plus de ça, les deuxièmes parties de saison sont importantes quand on élit le MVP, je trouve que ouais, c'est normal que ce soit un bon candidat. Donc s'il refait une saison individuelle comme celle de l'an dernier ou pas loin, même s'il est un peu moins bonne, à mon avis, ça m'ira, mais cette fois-ci en visant un top 4, disons, de la conférence Ouest, il sera forcément un candidat obvious pour le trophée de MVP cette année. À mon avis, il n'y a aucun doute là-dessus. Un autre que vous avez beaucoup cité, en tout cas qui fait partie des 3 plus cités, c'est Luka Doncic. Donc lui, c'est seulement sa 4e saison, il a seulement 22 ans, et c'est déjà un candidat qui est obvious de chez obvious, c'est quand même un truc de dingue. Et vu les stats qui sortent en même temps, on comprend, c'est une machine à triple-double qui est capable de marquer 30 points par match, quoi, donc c'est dingue. Il est aussi capable de distribuer pour les autres, de créer pour lui, d'être clutch, enfin voilà, c'est le Wonder Boy, il porte pas son surnom par hasard, c'est un joueur incroyable. Et ce qui est marrant, c'est malgré son manque de qualité athlétique par rapport à certains monstres qui sont en NBA, le basket semble beaucoup trop facile pour lui, tout ça parce qu'il a tout compris et comment fonctionnait ce jeu. Il maîtrise tous les aspects. Et là, je pense qu'après 2 défaites de suite au premier tour avec Dallas, notamment l'an dernier en 7 matchs face aux Clippers, puis l'élimination de la Slovénie en demi-finale des Jeux Olympiques contre la France, surtout qu'en plus pendant les Jeux Olympiques, il a tout dominé individuellement. Le mec, il va arriver déter de chez déter. Ça, j'en suis à peu près sûr. Individuellement, je le vois vraiment tout péter. Et je me dis qu'en plus de ça, avec un mentor comme Jason Kidd, il peut y avoir un déclic. Peut-être que ce serait important, malgré tout le talent individuel qu'il a, s'il veut gagner un match de basket, ça se gagne pas tout seul, encore moins un titre. Donc peut-être qu'avec Jason Kidd, il apprendra à plus impliquer les autres. Je veux pas dire que ça va baisser ses stats, au contraire même, mais peut-être qu'il peut apprendre vraiment à plus impliquer les autres et plus les mettre en confiance. Donc je le vois bien continuer à faire des stats de ouf, mais obtenir aussi plus de wins, et ce sera nécessaire, parce que vous l'avez compris, pour moi, pour qu'un joueur mérite le MVP, il doit faire de vraies perfs collectives aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'à Dallas, le gros problème, c'était la défense, et même si ça casse toujours pas 3 pattes à un canard, il y a quand même des progrès qui ont été faits, et un recrutement qui a été fait dans cette optique, avec des mecs comme Reggie Bullock, ou même Frank Ntilikina, ou Moses Brown. Donc ça peut gagner plus, je pense, et ce sera le principal souci qui pourrait empêcher Doncic de gagner ce trophée. Mais voilà, en tout cas, si ça gagne plus, Dallas, ça passera avant tout par Doncic, quoi qu'il arrive. Il pourrait presque finir sa saison en triple-double de moyenne, ça me surprendrait même pas. Et ça aussi, si la saison de Doncic permet à Dallas d'être dans le top 4, le mentionner parmi les candidats
au MVP obvious, bah, ça paraît aussi complètement normal. Donc voilà, il faut se rappeler qu'il a été le MVP le plus jeune de toute l'histoire de l'Euroleague, là, il y a quelques années. Il pourra pas être le plus jeune de toute l'histoire de la NBA, parce que Derrick Rose l'a eu à 22 ans et je sais plus, une centaine de jours, je crois. Bon, de toute façon, ce sera trop tard pour Doncic, mais peu importe, même s'il devient pas le plus jeune MVP de l'histoire, si Dallas réussit collectivement, il pourrait vraiment être dans les candidats les plus forts et les mieux placés pour le MVP, et je pense qu'il marquera l'histoire autrement. Donc je peux comprendre que vous l'ayez mis là, en tout cas pour ceux qui pensent que Dallas fera une bonne saison collective. Et le troisième que vous avez plébiscité, donc pas forcément le troisième en termes de nombre de votes en tout cas, mais enfin voilà, il fait partie des 3 que vous avez le plus plébiscité, c'est Kevin Durant. Forcément Kevin Durant. Après les playoffs qu'il a fait l'année dernière et les JO qu'il a fait cet été, c'est normal que vous pensiez à Kevin Durant comme un potentiel MVP. Dans une équipe de Brooklyn qui est favorite pour gagner le titre, enfin c'est les parieurs qui ont dit ça à Las Vegas, c'est les Nets qui sont favoris pour gagner le titre l'année prochaine, on peut pas ne pas mentionner Kevin Durant. Il faut être conscient que c'est l'un des scoreurs les plus polyvalents de l'histoire, les plus talentueux de l'histoire. Il peut vraiment tout faire, balle en main sur le terrain, et il a un côté complètement inarrêtable quand il a décidé de mettre la balle dans le panier. Et en plus de ça, je trouve qu'il est hyper sous-coté en défense, parce que, mine de rien, malgré tout le talent qu'il a en attaque, c'était le meilleur rim protecteur des Nets l'année dernière, et c'était le meilleur contreur de l'équipe en playoff. Donc il est vraiment là partout sur un terrain, et c'est vrai que c'est un truc de fou, l'impact qu'il peut avoir. Moi je me rappelle que il y a un an, j'avais déjà fait cette vidéo un peu de prédiction des awards, mais tout seul, pas sur Twitch, pas avec vous. Moi j'avais mis Kevin Durant en favori pour le trophée de MVP de l'année dernière. Et là du coup, je m'étais fait vraiment critiquer, beaucoup pensaient que je disais n'importe quoi, parce que beaucoup pensaient qu'il ne reviendrait jamais à son niveau après une rupture du tendon d'Achille. Et j'espère que tous ceux qui pensaient ça, ils se rendent bien compte que si, il est revenu à son niveau, et il est peut-être même encore au-dessus du niveau qu'il avait à Golden State. C'est un truc de grand malade. Alors bien sûr, l'année dernière, par contre, là où je me suis planté, c'est que ouais, il n'était pas dans la course pour le MVP, puisqu'il a manqué beaucoup trop de matchs. Et il s'est à nouveau blessé, et les Nets ont été très très patients avec lui. Mais en termes de niveau, impossible de dire qu'il n'était pas là. C'était peut-être le meilleur joueur NBA, franchement, sur les matchs qu'il a joué. C'est juste que, comme je disais, dans les 4 critères, il faut la santé, et la santé, il ne l'avait pas, Kevin Durant. C'est pour ça qu'il n'était pas dans la course pour le MVP. Et puis voilà, faut se rappeler aussi qu'il aurait fait une demi-pointure de pied de moins, il aurait éliminé les Bucks, il aurait pu aller en finale de conférence, potentiellement gagner le titre. Après, c'est du what if, tout ça, mais il s'est fallu de quelques centimètres pour éliminer les champions en titre, donc tout ça, c'est énorme. Il a réussi à porter son équipe des Nets en playoff, malgré les matchs manqués pour blessure de Kyrie Irving et de James Harden. Personnellement, c'est pas un homme que j'adore, Kevin Durant, mais en tant que joueur, il me régale, et je l'ai trouvé incroyable. Donc si il refait le même genre de saison d'un point de vue statistique et impact, en jouant beaucoup plus de matchs, et si le trio connaît moins de blessures, franchement les Nets, il y a des chances qu'ils assument leur statut de favori et qu'ils fassent quelque chose de bien, et si c'est le cas, Kevin Durant sera un candidat incontournable, il n'y a pas de doute là-dessus. One eternity later. Alors pour vous, à 58%, votre MVP 2022 sera Kevin Durant. Kevin Durant, ouais. Pourquoi pas. Et là, du coup, on n'a pas forcément le même choix, même si j'assume que dans les 3, c'est potentiellement le meilleur joueur. Moi, j'aurais mis dans les 3 Stephen Curry. Ce serait peut-être un choix un peu par défaut. Par défaut, j'explique pourquoi, parce que je pense que Dallas manquera vraiment de wins pour que Luka soit MVP, et je pense que Durant, lui, aura tout ce qu'il faut, sauf peut-être le nombre de matchs joués. Et à mon avis, il y aura pas mal de load management concernant Kevin Durant. À mon avis, il manquera trop de matchs pour être MVP, et ça pourrait lui faire défaut. À mon avis, du côté de Brooklyn, au moindre pépin physique, on fera attention à le protéger, et c'est pour ça, même si je pense qu'il a toutes les qualités et tout le talent pour être MVP l'année prochaine, je pense pas que Brooklyn risque de le faire jouer suffisamment pour qu'il le soit. Et comme je disais un petit peu, moi, c'est pas forcément ces 3 candidats-là que j'aurais choisi, même si c'est les vôtres. Si on reprend mes 4 critères, que je rappelle, les performances individuelles, le bilan collectif, la santé et la régularité, finalement, parmi ces 3-là, vu que je pense que Doncic aura pas les perfs collectives, et vu que je pense que Durant aura pas forcément le nombre de matchs joués et la santé, il me reste Curry. Donc Curry, c'est peut-être celui qui pourra le mieux remplir ces 4 critères. Maintenant, je suis quand même pas super convaincu. Moi, ma grosse cote pour le MVP de cette saison, ça aurait été, je pense, James Harden. Et lui, je l'aurais mis dans mes 3.
Peut-être, en tout cas, ça aurait été mon pari. J'ai toujours envie de faire un petit pari chaque année pour le MVP. Et James Harden, l'année dernière, m'a vraiment impressionné par sa justesse au poste de meneur de jeu, parce que Kyrie a joué poste 2 et James Harden a joué meneur. Je l'ai trouvé excellent de chez excellent depuis son arrivée aux Nets. C'est plus du tout le joueur des Rockets qui gardait le ballon 20 secondes par possession. C'est un mec qui peut construire intelligemment et pour les autres, qui est niveau élite pour créer le pick and roll, hein. C'est le meilleur joueur de la ligue sur pick and roll, et en plus de ça il s'est même mis à défendre, donc je trouve que Harden a fait une saison de ouf l'an dernier, et j'ai trouvé qu'il a même été sous-coté, parce que personne n'a parlé de lui en tant que MVP, parce qu'il a sûrement manqué trop de matchs lui aussi, n'empêche que même avant qu'il se blesse, personne ne parlait de lui, et je pense que James Harden a fait une très grosse saison. Alors si KD est beaucoup blessé, ou en tout cas si KD est load managé, à mon avis Harden peut faire beaucoup de choses, mais bon, il n'était pas nommé, donc j'arrête de parler de lui. Sur les 3 que vous avez cités, je prends Curry parce que, un peu par défaut, comme je disais. Mais voilà, je le répète quand même parce que j'ai envie de finir là-dessus. Si Brooklyn fait une grosse saison et que KD ne joue pas assez de matchs pour pouvoir prétendre au trophée, s'il joue assez de matchs, ce sera quand même KD mon préféré, mais ça j'y crois pas trop. Donc s'il joue pas assez de matchs pour prétendre au trophée, je pense que James Harden pourrait être un candidat très sérieux pour le trophée de MVP. Voilà pour ce qui est de mes prédictions pour les Awards NBA 2022, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi de tout ça? De toute façon, maintenant je compte sur vous, c'est à vous de jouer. Donc go dans la section commentaires, prenez les 6 trophées et mettez-moi qui, selon vous, va les obtenir. Bien sûr, j'ai eu les tendances sur Twitch, mais maintenant je veux les vôtres, celles sur YouTube. Ça me permettra de comparer un petit peu, de voir ce qu'il en est exactement. En tout cas, maintenant, le planning habituel entre YouTube et les streams, vous commencez à le maîtriser. Alors sachez que tous ceux qui regardent la vidéo, enfin ce best-of, au moment de sa sortie, je vous retrouve là immédiatement sur Twitch. Ce sera à 11h30, on parlera d'actu NBA et de tout plein de choses qui concernent la chaîne. Encore une fois, ce sera lourd. Pour les adeptes de YouTube, vous avez l'habitude, c'est samedi à 10h qu'on se retrouve pour une vidéo qui sera présentée sous un format plus classique et dans laquelle j'annoncerai le grand gagnant du concours avec le League Pass. Donc encore une fois, la semaine est très chargée, ne manquez pas tout ça, c'est très lourd tout ce qui se passe en ce moment. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne et ça c'est très important vu qu'on approche tout doucement des 40K, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Et ouais, c'est important tout ça pour le référencement, et attention, tous ceux qui ne le feront pas, je vous observe, et je vous offrirai le warp des plus flemmards. Allez la team Ronflex, un peu de courage. Puis pour le soutien ultime, vous maîtrisez, c'est encore et toujours sur Tipeee que ça se passe, et je ne peux que remercier du fond du cœur tous ceux qui sont là tous les mois pour apporter de la force et aider cette chaîne à se développer. Franchement, cœur avec les doigts, vous êtes des amours. À très vite.